C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle édition de C'est l'info, nous allons ensemble analyser, décrypter l'essentiel de l'actualité. Au sommaire cette semaine, une gouvernance qualifiée de honte par Emmanuel Macron lors d'une réunion à l'Elysée avec des députés, une motion de défiance contre la direction votée mardi 12 décembre à 84% par les journalistes du groupe et une grève décidée mercredi 13 décembre. L'ambiance est loin d'être au beau fixe à France Télévisions, c'est Franck Payanaf qui nous traite ce sujet dans quelques secondes. Plusieurs dizaines de dirigeants se réunissaient mardi à Paris pour donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique à l'occasion du 2e anniversaire de l'accord de Paris. Ce même jour, les usagers des RER A et B ont eu la mauvaise surprise de constater une grève paralysant le réseau une bonne partie de la journée. Résultat, 552 km d'embouteillage, voilà un record battu. Et puis nous partirons au Qatar. Le 5 juin 2017, 4 pays arabes annonçaient la rupture de leurs relations avec le Petit Émirat et le début d'un blocus de ce pays. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte accusent le Qatar de soutenir des groupes terroristes dans la région ou encore d'être trop proche de l'Iran. Mais le Petit Émirat gazier veut montrer qu'il tient bon face à la tentative de blocus. L'actualité des médias. Chronique média exceptionnelle en cette fin d'année. On va faire le bilan un peu de ce qui s'est passé à France Télévisions cette année. Et on va parler avec Muriel Demguillem. Bonjour Muriel. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre du SNJ France Télé, c'est le syndicat national des journalistes. On va donc parler un petit peu de cette situation. On va commencer avec un chiffre. 84, c'est le pourcentage qu'a reçu Delphine Ernotte dans une motion de défiance que vous avez votée cette semaine. Tout simplement, question assez ouverte pour commencer. Pourquoi avoir voté pour cette motion de défiance ? Alors c'est une motion de défiance qui a été votée à l'initiative des journalistes du siège de France Télévisions, c'est-à-dire des rédactions des sociétés de journalistes de France 2, de France 3 National, de la chaîne Info, du service des sports et des magazines comme Thalassa, il ne faut pas rêver. Donc ça ne représente que 700 journalistes sur l'ensemble de France Télévisions, mais à l'origine de cette motion de défiance, c'est surtout l'inquiétude qu'il y a sur les magazines d'information envoyés spécial, complément d'enquête notamment, et c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'annonces un petit peu successives sur des réductions de ces magazines, sur des suppressions de CDD, sur des suppressions de postes. La direction de France Télévisions est revenue un peu en arrière, notamment sur les diffusions, puisqu'il n'y a plus de restrictions de diffusion. Et il y a moins de suppression de postes que ce qui avait été annoncé initialement. Mais enfin, tout ça, ça fait très, très désordre. Ça inquiète beaucoup les journalistes, parce qu'on touche quand même à ce qui est au cœur de notre métier, c'est-à-dire l'investigation des magazines pour lesquels il faut du temps et des moyens. On ne peut pas faire de l'investigation depuis un bureau uniquement avec un ordinateur. Et donc, je pense que c'est ce phénomène de ras-le-bol qui a conditionné un petit peu le recours à cette motion de défiance et le vote massif contre Delphine Ernotte. Alors justement, on va revenir sur un peu toutes ces informations qui ont touché France Télévisions depuis ces derniers mois. Tout d'abord, le gouvernement qui demande au groupe de réduire de 50 millions ses dépenses en 2018. Oui. En soi, la direction voudrait supprimer 180 postes l'année prochaine, avec des départs à la retraite et des non-remplacements. 30 postes pourraient être touchés dans l'information. Est-ce que la situation est tenable ? Quelle est l'ambiance en interne actuellement au siège de France Télé ?
L'ambiance, elle est totalement reflétée par le vote de cette motion, de ce vote sans appel à 84% contre Delphine Ernotte. L'ambiance est très mauvaise. C'est-à-dire que, encore une fois, pour faire des économies, on s'en prend à ce qui est au cœur de notre entreprise, c'est-à-dire l'information. Et ça, c'est pas acceptable. Pour les journalistes, c'est pas acceptable. On veut bien faire des sacrifices comme tout le monde, et on en a fait. Et Delphine Ernotte se vante d'être parvenue à un certain retour à l'équilibre, et c'est grâce aux sacrifices qui ont déjà été faits par les salariés de France Télévisions. Mais trop, c'est trop. C'est vrai que c'est un coup dur que cette amputation de notre budget par le gouvernement, alors qu'il y avait un com qui avait été passé entre France Télévisions et le gouvernement. Ça n'a pas été respecté, donc c'est un coup dur pour nous. Et c'est une façon de dire stop, on peut plus, c'est pas possible. On ne peut plus faire de la bonne information, de la vraie information, et des programmes et tout ce que nous produisons ici en interne sans avoir les moyens de le faire. C'est pas possible. Mais justement, est-ce que Delphine Ernotte, elle a été sensible? Est-ce que vous avez eu une réaction de sa part après le vote de la motion de défiance? Non, elle a publié un communiqué hier qu'elle a envoyé à tous les journalistes, à tous les salariés de France Télévisions, dans lesquels elle justifie un petit peu ses moyens, son action, mais au moment où je vous parle, on n'a pas de réaction, mais elle est ce matin en comité central d'entreprise, où elle rencontre tous les salariés, où elle doit justement leur dévoiler quelques-unes des mesures qu'elle entend mettre en œuvre. Donc peut-être qu'elle va profiter de cette occasion pour s'exprimer. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus. Est-ce qu'il y aurait des conséquences possibles sur la présidence du groupe après ce vote de motion de défiance, pardon, vu qu'elle a été quand même beaucoup critiquée en interne? C'est elle qui a été à l'œuvre lors du départ de David Pujadas. Non seulement elle est critiquée en interne, mais elle est aussi critiquée en externe. Enfin, on le voit très bien qu'elle est un petit peu dans la nasse là, actuellement. C'est-à-dire qu'elle n'a visiblement aucun appui, ni en interne de la part de ces journalistes, ni en externe de la part du gouvernement et même du président de la République qui aurait parlé de honte de la République. Bon, il a démenti ses propos exacts, mais enfin visiblement il s'est livré à des charges très 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 fortes et très violentes contre France Télévisions et contre la gouvernance de France Télévisions. Ben justement, c'était la prochaine question. Emmanuel Macron qui a tenu de lourds propos envers l'audiovisuel public. Est-ce que c'est un constat trop sévère? Comment décrire le groupe France Télé aujourd'hui et plus généralement l'audiovisuel public? Alors, c'est compliqué, il y a plusieurs choses. Il y a une entreprise qui, à chaque changement de gouvernement, est un petit peu dans l'œil de cyclone. On a l'impression que chaque nouveau président, notamment, veut mettre sa patte sur le développement de France Télévisions. Bon, ça c'est une chose. Après, il y a une situation actuellement financière qui est difficile, et il y a aussi ce que nous on dit, en tout cas au niveau du SNJ, le Syndicat national des journalistes de France Télévisions. Nous on dit depuis longtemps qu'il y a un taux d'encadrement qui est pléthorique, qui ne correspond pas aux nécessités des services. On le sait qu'il y a des gens qui sont dans des placards, notamment au siège. On a vu passer depuis l'arrivée de Delphine Ernotte des dizaines de nominations. Donc ça, on le dénonce, ça, on le dit. On dit que les coupes budgétaires ne sont pas forcément allées qu'il n'y a pas eu de bon choix, que c'est pas forcément allé dans les bons endroits, là où il fallait les faire. Et donc elle dit dans la note qu'elle a envoyée aux salariés qu'elle allait demander un espèce d'audit sur le taux d'encadrement. Bon, mais il serait temps, parce que c'est pas normal que dans certains services il y ait presque plus de cadres que de gens qui sont sur le terrain. On va parler.
On va parler maintenant plus globalement, on va terminer un petit peu cette interview avec 2 dernières questions. C'était il y a quasiment un an et 3 mois, la chaîne France Info naissait. Elle a réalisé quand même une prouesse, rassemblée à France Télévisions, Radio France, France 24 et l'INA, c'est dans une seule et unique chaîne de télé. Alors les audiences sont un peu poussives, elle est quand même un succès et fait son nid aussi sur Internet, donc il n'y a pas que des choses négatives. Et parmi certains projets qu'on entend depuis déjà de nombreuses années et qui revient ces derniers temps, c'est celle de recréer un BBC à la française regroupant France Télé et Radio France. Est-ce que vous pensez que de un, c'est faisable, mais que de deux, ça pourrait marcher? Je ne sais pas. Sur France Info, effectivement, ils ont conçu un modèle de chaîne à bas coût, hein, on va pas se mentir, c'est une chaîne qui a été créée au forceps, avec des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement tendues. Ils sont très peu nombreux. Il y a un mélange des métiers que nous avions critiqués à l'époque et qui ne nous convient pas. C'est un petit peu un laboratoire expérimental, cette chaîne info, sur plein d'aspects. Et on se rend compte maintenant qu'effectivement les gens qui y travaillent, ils travaillent à flux tendu et ils sont épuisés. Donc après faire ça à l'échelle de la société, recréer une sorte d'ORTF, on va dire, même si sans que ce soit forcément caricatural, nous on voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner. Outre-mer, c'est ce qui se passe un petit peu avec où les services radio et télévision travaillent sont au sein de la même société. On voit qu'il y a les gens qui sont là aussi fatigués parce qu'ils ont du mal à tout faire. Donc on ne sait pas. Ce qu'on craint surtout, c'est que ces rapprochements génèrent des suppressions d'emplois. Bon, on suivra ça bien sûr dans les prochaines semaines sur CInfo. Dernière question, en début de saison, on a suivi sur CInfo la situation des rédactions locales de France 3 qui étaient menacées de suspension d'antenne, les éditions locales qui devaient s'arrêter. Finalement, pour certaines, il y a eu un sursis de 3 ans, notamment à Pau où on était. Il y a eu un sursis pour toutes actuellement. Pour toutes. Après, du coup, avec des configurations un peu différentes, c'est-à-dire que la direction avait annoncé, notamment en CE du pôle sud-ouest à Bordeaux, que des suppressions locales. Alors nous on dit suppression, la direction dit non, on va les exposer différemment. Bon, enfin bon, ça correspondait en tout cas à l'arrêt des éditions locales que nous les connaissons actuellement. En Aquitaine, il y a une situation particulière du projet mené par la direction régionale de NAC TV. C'est une télévision sur le net qui servirait notamment à réexposer nos productions et qui, selon notre directrice, permettrait de réexposer les locales et donc ferait que les locales seraient maintenus sur la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, nous, on attend de voir. On a appris hier que les locales d'Occitanie seraient prolongées d'1 an. Ce qui est sûr, je pense actuellement que la direction de France Télévisions a reculé sur son projet de fermeture de locales face à la pression et notamment à l'intervention des élus. Alors, le personnel en interne, bien sûr, mais aussi les élus locaux qui se sont beaucoup mobilisés. Je pense que ça, ils ne s'y attendaient pas. Donc, ça a conduit à une espèce de rétropédalage. Actuellement, je pense que la direction de France Télévisions réfléchit à une nouvelle écriture sur ces locales. Alors, on ne sait pas trop quoi, donc on attend de voir pour l'instant. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elle continue, mais ils y réfléchissent et on attend de voir ce qu'ils vont nous proposer. Bon, merci beaucoup en tout cas Muriel Demguiem d'avoir été avec nous sur C'est l'Info. C'est la fin de cette chronique média. La semaine prochaine, je vous l'annonce d'ores et déjà, ça sera une chronique spéciale Catalogne. En effet, vous vous rappelez, il y a un petit peu plus d'1 mois et demi, on était parti à la rencontre des journalistes de TV13. Et bien on y repartira la semaine prochaine pour faire le point sur la situation avec eux. Martin, c'est à toi pour la suite de l'émission.
552 km d'embouteillage. Record battu 12 décembre en région parisienne, alors qu'au même moment s'y tenait le sommet pour le climat. Mais alors peut-on continuer à avoir autant de voitures dans les villes modernes? La question est de plus en plus d'actualité et de nombreuses mairies, Paris en tête, songent à la disparition de la voiture individuelle. De nouveaux moyens de transport émergent, les véhicules partagés, les scooters électriques et le vélo revient en force et nous nous trouvons dans cette situation d'entre-deux où tout le monde doit cohabiter dans une ville qui, historiquement, et l'on parle de Paris, a été organisée autour de la voiture, une ville où le partage de la route ne va pas forcément de soi. La bataille de la rue à Paris, c'est un grand reportage réalisé Simon Rosé en partenariat avec nos confrères de la rédaction de Radio France Internationale. Voilà, on voit quand même une place de la Concorde bien gratinée quand même. Hein. Ouais, là c'est bien. Ouais. D'habitude, à cette heure-ci, c'est quand même un peu plus fluide, mais là, c'est vendredi soir. Et puis, ça vient à faire les petites courses de Noël. Vendredi soir, 17h, place de la Concorde à Paris. Des voitures partout. Donc là, à droite, on a une voie de bus, hein, où il y a plein de véhicules particuliers. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps entre Concorde et Madeleine, là. Alors, pourquoi je continue? Pour ce qu'on vient de vivre, là. C'est-à-dire 300 mètres de voitures totalement à l'arrêt, totalement congestionnées. Et là, j'ai moyen de profiter de Paris. On a vu des jolis décos de Noël. Je les aurais pas vus en métro. Je les aurais vus en voiture, mais je les aurais vus peut-être un peu trop longtemps, là, à mon goût. Les décorations de Noël sont jolies, mais des centaines de lumières rouges viennent les concurrencer. Ce sont les feux stop des voitures à l'arrêt. Au milieu, Bilouk, un cycliste. C'est le surnom qu'il utilise sur Internet quand il publie ses vidéos sur YouTube. Des vidéos de vélo, car Bilouk est un vélo-taffeur. Il va à vélo au taf, au travail. Ce soir, il pleut et l'environnement motorisé n'est pas des plus agréables. On n'a pas pris l'itinéraire le plus sympa. Hein. Il y avait évidemment moyen de s'épargner ça. Oh là, c'est quand même grotesque, là, le trafic ce soir. Le trajet, c'est ici les Moulineaux, au sud-ouest de Paris, direction Nation, à l'est. Un parcours que l'on peut faire en métro, en voiture, en scooter. À pied, ce serait peut-être un peu long. Pour Bilouk, le plus efficace, c'est le vélo. J'ai tout essayé. Hein. J'ai fait la voiture pendant quelques mois, mais vraiment avec pugnacité et obstination. J'ai voulu voir un petit peu. Je mettais beaucoup plus de temps en voiture. Je parle de ça, c'était au début des années 2000. Hein. On parle pas d'Anne Hidalgo, c'était encore Jean Tibéry à l'époque. Hein. J'ai pas du tout un profil écolo. C'est pas pour ça que je me déplace à vélo à la base. Après, quand on m'a posé la question, j'ai dit mais si j'arrive à faire respirer plus ma ville en me déplaçant à vélo, tant mieux. C'est tout bénef, je suis très content. Mais c'est pas ma motivation première. En fait, je me suis rendu compte assez vite pour Paris, parce que je suis monté à Paris dans les années 90 pour mes études. J'ai pas eu le réflexe d'emmener mon vélo parce que dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, Paris c'est highway to hell pour les cyclistes. J'entends plein de gens dans mon entourage qui disent oh là là, quel courage, c'est dangereux, avec toutes les voitures, avec ceci, avec cela. Finalement, quand j'étais gamin et que j'allais rouler sur les petites routes de l'Essonne avec mon frère, on était 10 fois plus en danger parce que c'était des routes où ça roulait à 90 à l'heure, voire bien sûr au-delà de la limite. Et les risques d'accident sont vraiment démultipliés hors zone urbaine. Cela fait plus d'une dizaine d'années que Bilouk pédale pour son trajet domicile-travail. 12 km par beau temps, par pluie, tous les jours de la semaine, et c'est rarement aussi désagréable que ce soir-là. Laissons Bilouk et son vélo un instant.
Direction la station de métro Jacques Bonsergent, dans le 10e arrondissement. On y retrouve Édouard. Il fait moche aujourd'hui, c'est pas très beau. Et on va essayer les City Scouts. Et on va essayer les City Scouts. Okay. City Scoot, c'est un scooter électrique en libre service. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'on en voit dans les rues parisiennes. Je suis à 10 minutes en City Scoot du boulot et sinon je suis à 25 minutes, 30 minutes en bus, donc c'est forcément un peu plus pratique. Comment ça se passe pour prendre un City Scoot? Alors c'est assez simple, on a une application. Tu vois là j'ai appuyé sur le City Scoot que j'ai vu à côté de Gare de l'Est donc. Ensuite il te donne un code 5458, donc tu tapes le code 5458 et là il y a la selle qui s'ouvre, tac, t'as une petite charlotte que tu mets, hop, et ensuite le casque et une fois que tu as tout ça, alors le casque tu peux le régler sur ta taille en fait, ici, tu as un petit truc à l'arrière. Et ensuite tu appuies sur on, tu fermes la selle, tu appuies sur on ici, et là ton truc il marche. Tu enlèves la béquille et tu pars. Et ben un diamant. Voilà. On se retrouve où du coup Sur le parvis. Ouais. Édouard file avec son scooter silencieux. Il a une course à faire, gare de l'Est, une centaine de mètres plus loin. On le retrouve alors qu'il est en train de ranger sa machine blanche et bleue. Sauf que là, Édouard, il est garé sur un trottoir. Alors, normalement, sur les trottoirs, c'est interdit. Tu peux le garer sur les places de véhicules, étant donné que c'est un électrique. Voilà, mais on n'est pas verbalisé en fait sur le trottoir. Donc voilà, j'avoue que c'est plus pratique, donc généralement je le mets sur le trottoir. Et ce n'est pas sa seule incartade. Comme de très nombreux conducteurs de 2 roues motorisés, il lui arrive de rouler là où il ne devrait pas être, comme sur les pistes cyclables. Ça m'arrive vraiment quand c'est bouché et que oui, ça me fait perdre du temps si je reste derrière. Mais oui, ça m'arrive de pas être totalement clean avec le code de la route, mais j'essaye d'être prudent. Faut avouer, à demi pardonné, mais ce genre de comportement agace les cyclistes. Illustration avec Bilouk. Il n'a pas fallu pédaler longtemps avec lui pour en être témoin. Ah oui, alors là il y a une piste sur la droite, mais alors elle est systématiquement, voilà. Là c'est une bande en fait, une bande cyclable. Il y a des gens qui ont filmé ça, qui ont publié ça sur Twitter. En 8 secondes, il y a 28 motos qui passent sur la bande cyclable. Alors oui, c'est ça qui est particulièrement désagréable là. Les pots d'échappement des 2 roues qui viennent vraiment pile dans notre nez quoi. Alors quand c'est sur 1 km de piste cyclable, c'est rageant. L'itinéraire qu'on nous prête déjà avec les bus, qui est déjà une forme de variable d'ajustement, en plus il sert de parking. Hein. Et on est à la barbe de toute autorité investie du pouvoir de police, on va dire ça comme ça. Ça choque personne. C'est juste typiquement un des cas de figure les plus accidentogènes dans la bobologie avancée des cyclistes en ville. Quand il faut déboîter parce qu'il y a un véhicule qui est stationné sur notre itinéraire. Il y a même eu des morts. Hein. Donc oui, le 1er janvier, le pouvoir de police... le pouvoir de... Oh là là, c'est pénible, hein. C'est un 2 temps, ça, en plus. Comme Bilouk voulait le dire avant d'être interrompu, le 1er janvier, c'est le jour qu'attendent les cyclistes parisiens. Le jour où les choses pourraient commencer à changer. Direction le métro. C'est un peu technique et c'est propre à Paris. La mairie ne peut pas faire ce qu'elle veut en matière de voirie. Elle partage ses compétences avec la préfecture de police. Celle-ci assume aujourd'hui ce qu'on peut résumer par le contrôle des incivilités et des délits sur la chaussée. Mais pour les cyclistes, ce travail, il n'est pas fait. Le 1er janvier, ça va changer, c'est la mairie qui récupère le dossier. Hôtel de ville. Rendez-vous à l'hôtel de ville, donc, pour rencontrer le premier concerné. Christophe Najdowski, adjoint à la maire de Paris en charge des transports et de l'espace public. Car la mairie de Paris souhaite que les choses changent et va mobiliser du personnel sur la question. Ça va être par exemple la question des stationnements sur les trottoirs ou encore l'utilisation des couloirs de bus ou des pistes cyclables par des véhicules qui ne sont pas autorisés, de manière là encore à ce que
les choses, je dirais, rentrent dans l'ordre et faire en sorte que ces emplacements de stationnement ou ces emplacements de circulation soient sanctuarisés et ne soient réservés qu'à ceux qui y ont droit. Donc c'est un objectif, je dirais, plus global aussi, de lutte contre les incivilités que l'on poursuit aussi à travers cette réforme. Le partage de la route est compliqué à Paris, trop de voitures. C'est la conclusion de Bilouk, le cycliste, au milieu d'un magma de véhicules. C'est celle d'Edouard également, qui prend parfois les pistes cyclables en scooter pour éviter d'être coincé dans le trafic. Mais c'est surtout celle de la mairie qui avance des chiffres. La majorité des déplacements en voiture sont inutiles pour elle. Ils se font à l'intérieur de Paris pour des trajets de moins de 10 km. Une des explications vient des comportements. Prenons un exemple a priori tout bête, le stationnement. Selon Christophe Najdowski, un quart des voitures qui roulent dans Paris est en train de chercher une place pour se garer. Autant de trafic superflu. Donc là aussi, le 1er janvier, ça va changer avec plus de contrôle. Le premier bénéfice espéré par la ville de Paris, c'est un meilleur usage de l'espace public. Aujourd'hui, quand vous avez très peu de respect du taux de stationnement, ça entraîne ce qu'on appelle du ventousage, c'est-à-dire des véhicules qui restent pendant plusieurs heures dans l'espace public. Ça entraîne une faible rotation des véhicules, ça entraîne une faible disponibilité des places. Et donc ça va entraîner par exemple du stationnement en double fil. On ne peut pas considérer que la fraude au stationnement doit être une fatalité. De la même manière qu'on considère qu'il est normal de payer son transport public, eh bien il est normal aussi de payer son stationnement pour bénéficier d'un service. Et si on veut justement pouvoir avoir un service dans l'espace public avec une disponibilité des places, eh bien, il faut que cela fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner si vous avez 90% de fraude. Là, je suis en train de flasher qui va m'afficher les numéros de véhicules. Et là, comme il n'a pas payé donc, les stationnements, je vais donc lui mettre un ticket. Non, je fais ça avant. Dans une rue, pas loin de la gare de l'Est, Amine fait partie d'une équipe de CSV. C'est l'un des prestataires chargés par la mairie de contrôler le stationnement. L'équipe est en train de se rôder. Amine doit être prêt à contrôler ceux qui n'ont pas payé. Comment vous voyez qu'il n'a pas payé ? C'est l'appareil qui va me les dire. C'est vrai que là, c'est pas encore au top, mais c'est à partir de mois de début janvier, il va me les dire automatiquement s'il a payé, il n'a pas payé. Parce que comme ce sera dématérialisé, il n'aura pas besoin de mettre des étiquettes. C'est l'appareil qui va détecter s'il est passé à l'eurodateur, s'il a payé. Donc je vérifie déjà la voiture, si ça correspond, etc. Et voilà, donc là je fais une photo du pare-brise, parce qu'il peut toujours contester que si j'avais un ticket ou j'avais un macaron. Or là, s'il conteste, nous on a une preuve. Voilà, et je fais une photo derrière aussi avec le en cas des plaques. Excusez-moi. Voilà. Donc j'ai pris une photo. Et pourquoi l'arrière la photo ? Avec la plaque et la marque, le modèle. Voilà. Là je signe étant l'agent et je passe à une autre voiture. Donc les tickets vont sortir. Moi je mets un ticket d'avis des passages sur lesquels sera noté. S'il veut régler avant 4 jours, donc c'est minoré. Donc par exemple, là il doit payer 50 €. S'il paye avant 4 jours, il va payer 35 €. Ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça. Amine et son assistant numérique qui contrôle les véhicules un à un. Mais avec lui, l'artillerie lourde va être sortie. C'est Christophe Lomé, directeur de projet chez CSV, qui la présente. Bien, je vous présente donc un scooter électrique qui est équipé d'équipements de lecture de plaques d'immatriculation et va nous aider à optimiser les tournées des agents. Donc ça va nous permettre de cartographier un peu la ville de Paris, en tout cas les arrondissements dont on s'occupe, pour savoir où se trouvent en général les véhicules qui sont stationnés et savoir si les usagers payent leur stationnement ou non. Ce qui nous permettra ensuite d'envoyer les agents plus tard dans les endroits qui sont nécessaires pour le contrôle. Ils peuvent lire beaucoup de plaques. Leur efficacité surtout, c'est d'être capable de lire des plaques dans des endroits un petit peu particuliers. Vous savez, les voitures sont garées de manière assez touche-touche, on peut quand même lire les plaques même dans cette configuration-là. C'est vraiment ça le point fort de ce type d'équipement, c'est d'aller assez vite pour lire ces plaques. Donc à l'heure, on peut lire en moyenne entre 1000 et 1500 plaques à l'heure. Le but, que les 10% d'automobilistes qui paient leur stationnement aujourd'hui soient 90% demain. C'est le cas dans d'autres grandes villes européennes.
Mais surtout, l'objectif ultime, c'est de diminuer tout court la place de la voiture, voire même de la supprimer à échéance plus ou moins lointaine, pour des raisons de circulation, mais surtout pour des raisons environnementales. Anne Hidalgo, la maire de Paris, l'a encore répété pas plus tard que ce mardi au sommet climat. Demain, l'air pur vaudra de l'or. Nos villes ont besoin de réduire de façon drastique les véhicules polluants pour éliminer la pollution. La fin de la voiture individuelle dans les grandes villes, elle fait débat. J'en parle avec tous les maires, avec tous mes collègues, que ce soit à Séoul, que ce soit à Quito, que ce soit dans d'autres grandes villes du monde. La fin de la voiture individuelle dans les grandes villes, elle fait débat. Mais je veux le dire ici, ça n'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme. Plus de voitures individuelles, c'est un avenir bien sombre pour de nombreux automobilistes, et notamment le premier d'entre eux, Daniel Quérault, le président de l'association 40 millions d'automobilistes, rencontrés forcément dans sa voiture. Je pense que les Parisiens qui ont de moins en moins de voitures ne prennent pas beaucoup leur voiture. Finalement, qu'est-ce qu'on retrouve surtout dans Paris intramuros? Ce sont beaucoup de franciliens qui travaillent sur Paris, qui doivent livrer sur Paris, qui ont besoin de venir à Paris. Donc finalement, on impacte, en prenant des mesures à Paris, l'ensemble de la circulation de l'Île-de-France, ce qui fait que c'est un bazar pas possible. Je lisais un tweet de Madame Hidalgo qui passe son temps à faire des tweets à longueur de journée et qui disait il y a 2 ou 3 jours, elle a trouvé un chercheur du CNRS qui dit que l'on peut faire 10 millions de déplacements en vélo par jour. Que le vélo en Île-de-France pourrait remplacer 10 millions de déplacements en voiture. Moi, je veux bien, mais le déplacement en vélo n'est pas valable pour tout le monde. Il y en a qui veulent pas en faire, il y en a qui peuvent pas en faire. Essayez de mettre une dame de 80 ans sur un Vélib pour monter la butte de Montmartre. Je crois qu'il faut quand même rester sérieux. Là, j'ai vu qu'on a voté un grand plan pour mettre sur les hauts des voies sur berge, des bus, des tramways, etc. Mais ils seront prêts dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on vous interdit aujourd'hui de rouler et on vous dit vous aurez des solutions dans 10 ans. Donc tout ça fait que Paris est le mauvais exemple, puisque on a de plus en plus de bouchons, de plus en plus de pollution, alors que le motif avoué est l'inverse. Un bazar qui fait que les automobilistes sont de plus en plus nombreux à se détourner de leur voiture pour d'autres modes de déplacement. Certains ont senti le coup, comme CityScoot, dont on parlait avec Édouard. Les scooters électriques partagés peuvent avoir l'avantage de faire diminuer le nombre de véhicules en circulation dans la ville. C'est l'un des arguments de Vincent Bustaré, le directeur marketing de l'entreprise. Le véhicule partage est bénéfique à la ville tout simplement parce que il va réduire progressivement le nombre de véhicules dans la ville. Donc c'est pour l'instant encore c'est très progressif, c'est encore difficilement mesurable. Néanmoins, on a dans notre étude mesuré que 20% de nos utilisateurs qui avaient 1 ou 2 roues motorisées dans leur foyer ont réduit le nombre de roues motorisées depuis l'arrivée de CityScoot. Donc je ne saurais pas vous dire exactement combien de scooters on a enlevé de la flotte parisienne, mais par contre ça va dans le bon sens. Une transition est en effet engagée. Nos modes de déplacement en ville sont en train d'être chamboulés comme rarement. Cette période d'entre-deux que l'on vit actuellement est compliquée. Le partage de la route ne va pas forcément de soi. Bilouk, sur son vélo, en fait l'expérience quotidienne. Il est fragile dessus, mais pourtant, il l'enfourche tous les jours. Paris, c'est une ville qui fait fantasmer la terre entière. Mais quand on y vit, au bout d'un moment, on peut avoir tendance, et c'était mon cas, à subir la ville. Et de ne pas en profiter comme on devrait en profiter. Et en fait, à vélo, je me suis rendu compte que Paris, c'était minuscule, que je ne connaissais pas Paris. Je connaissais pas la ville. Je me suis rendu compte qu'il y a des coins où j'allais pas, où c'est juste magnifique, où c'est juste sympa. J'ai découvert des petits parcs, des petites choses comme ça. Et quand on se met à profiter de ça, enfin finalement on se sent vraiment parisien parce qu'on vit la ville. On vit dans la ville, on vit la ville, quoi. Et on continue d'y avancer, malgré les bouchons, le bruit, la pollution, les incivilités. Peut-être qu'on va plus vite en pédalant qu'en appuyant sur l'accélérateur, mais dans les deux cas, Paris reste un très beau terrain pour se déplacer.
La bataille de la rue, un reportage de Simon Rosé, réalisation Pierre Chaffanjon. Merci beaucoup Simon Rosé, donc grand reportage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe à Paris se passe également dans les grandes métropoles européennes et dans les mégapoles mondiales. Bien évidemment, c'est un problème donc qui touche un certain nombre de villes aujourd'hui qui doivent effectivement, on le comprend, s'adapter. Allez, de la capitale de l'Hexagone, nous partons à présent au Moyen-Orient et au Qatar. Le 5 juin 2017, 4 pays arabes annonçaient la rupture de leurs relations avec le Qatar, marquant le début d'un blocus autour de ce pays. Ces 4 pays étaient l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte, qui accusaient le Qatar de soutenir des groupes terroristes dans la région et aussi d'être proche de l'ennemi historique, l'Iran. Le Qatar rejette bien évidemment ces accusations et refuse surtout de se plier aux exigences de ses adversaires. Ainsi, le petit émirat gazier veut montrer qu'il tient bon face à la tentative de blocus et qu'il poursuit ses projets, à commencer par le plus spectaculaire d'entre eux, l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022. Reportage Nicolas Falaise. L'aéroport international de Doha. Les tableaux d'affichage en témoignent, plus aucun avion ne vole entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Ces 4 pays ont aussi interrompu leur liaison maritime et la seule frontière terrestre du Qatar, celle qu'il partage avec l'Arabie Saoudite, est fermée. Le pays s'est brutalement réveillé sous blocus le 5 juin dernier. Quand c'était passé, en fait, c'était vraiment un choc, un grand choc pour tout le monde parce que c'est un petit peu triste que ça se passe entre des pays qu'on est toujours une seule famille en fait. Mouna Soulaiti a 32 ans, elle est qatarienne, elle a étudié en France et travaille aujourd'hui pour le service marketing de l'un des géants gaziers du Qatar. Nous la rencontrons dans une galerie commerciale du centre-ville de Doha. Avec le temps, on a commencé à ouvrir les yeux et savoir comment les autres pensent. Mais c'était un choc en fait, parce qu'en même temps on croyait que c'était au niveau politique, mais après ça a commencé à être au niveau social. Il y avait les familles qui s'étaient séparées en fait et c'était trop dur pour nous. Ma mère elle est égyptienne, donc maintenant elle est en Égypte en fait et depuis longtemps, j'essaie d'avoir le visa parce que maintenant, c'est de plus en plus très compliqué et c'est trop dur d'avoir le visa et ça me gêne quand même d'aller l'avoir et tout. Et même, je vois la même chose qui se passe avec tout le monde qui sont des membres de famille de pays de Golfe, des Émirats Arabes Unis ou de Saoudites. Au niveau de travail, il y a beaucoup de businessmen qui ont du business aux autres pays, par exemple en Égypte ou en Arabie Saoudite, que maintenant ils ont vraiment perdu beaucoup et c'est ça qui est bien affecté dans notre vie en fait. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte disent que le Qatar soutient des organisations terroristes dans la région, est trop proche de l'Iran. C'est l'image que vous avez de votre pays ? Pas du tout. En fait, c'était vraiment quelque chose qui est choquant, qui vient avec des idées qui sont un petit peu bizarres parce que nous, le Qatar, c'est toujours contre le terrorisme en fait. On a beaucoup d'organisations qui travaillent vraiment très dur à être contre le terrorisme et je ne sais pas c'est quoi le but exact derrière dire quelque chose comme ça. Peut-être c'est toujours accuser un pays avec quelque chose de très faux, ça c'est toujours le jeu politique en fait qu'on comprend pas. C'est drôle même, moi je le trouve très drôle en fait, que des pays comme ça qui disent comme ça, donc ça je comprends pas en fait. C'est une crise profonde que traverse le Conseil de coopération du Golfe, l'organisation régionale qui regroupe les 6 monarchies de la péninsule arabique. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont présenté une liste de 13 demandes au Qatar. L'une de ces exigences concerne une chaîne de télévision, Al Jazeera, dont ils demandent la fermeture. Depuis 2 décennies, Al Jazeera s'est imposée sur les écrans du monde entier. La chaîne qatarienne affirme toucher 350 millions de foyers dans le monde. Nous sommes au siège d'Al Jazeera à Doha.
Dans la région, on s'active pour le lancement d'une séquence en direct. Après avoir travaillé pour Al Jazeera en arabe, Giles Trundle est aujourd'hui à la tête de la chaîne en anglais. En 2011, il y a eu ce qu'on appelle les printemps arabes, durant lesquels Al Jazeera était en direct pour raconter les espoirs, les rêves et les aspirations des gens qui manifestaient dans les rues. Depuis, nous voyons que certains régimes, certains pays, sont entrés en réaction contre les printemps arabes. Je pense que ces pays, et parmi eux ceux qui imposent un blocus au Qatar, n'acceptent qu'un seul discours officiel, et qu'ils se sont sentis menacés par le discours que l'on entendait alors dans ces manifestations. Comme la situation a ensuite évolué, ils tentent de faire taire des médias comme Al Jazeera, qu'ils considèrent comme une menace. Le Qatar n'a pas l'intention de fermer Al Jazeera, pas plus qu'il n'a l'intention d'expulser l'Égyptien Youssouf Al-Qaradawi, considéré comme le principal penseur des frères musulmans dans la région. Naturalisé qatarien, Youssouf Al-Qaradawi a longtemps été la vedette d'une émission religieuse hebdomadaire sur Al Jazeera. L'expulsion de personnalités islamistes vivant au Qatar, c'est l'une des demandes formulées par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte dans leur bras de fer avec le Qatar. Mehran Kamrava est un chercheur irano-américain. Il travaille à l'université américaine de Georgetown, qui possède une antenne à Doha. Dès le départ, ces demandes ont été conçues pour être inacceptables. Elles ne sont pas faites pour être satisfaites. La fermeture d'Al Jazeera, par exemple, ce n'est même pas un point de départ. De même que la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. Donc les demandes ont été formulées pour que le Qatar ne puisse pas s'y conformer. Le but ultime de ces demandes, c'est de transformer le Qatar en un second Bahreïn. Bahreïn n'a pas sa propre politique étrangère et il ne possède pas non plus sa propre politique sécuritaire. Il a confié sa politique étrangère et de sécurité à l'Arabie Saoudite. Et Bahreïn est une destination de vacances très agréable pour les Saoudiens qui viennent y passer le week-end. Et l'idée c'était, faisons la même chose avec le Qatar. Faisons en sorte que le Qatar n'ait pas une politique étrangère et de sécurité indépendante. Donc posons ces exigences et au moment de trouver un compromis, nous lui demanderons de changer radicalement sa politique étrangère, ce que le Qatar n'a jamais accepté jusqu'à présent. Le Qatar est accusé de soutien au terrorisme par ses voisins avec lesquels il est aujourd'hui en conflit. C'est aussi un reproche qui lui est parfois adressé en Occident. D'où vient, d'après vous, cette accusation de soutien au terrorisme ? On ne peut pas nier qu'en Libye ou en Syrie, le Qatar a soutenu des organisations terroristes, particulièrement les groupes affiliés à Al-Qaïda en Syrie. Mais c'est aussi ce que font l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc je pense qu'il est malhonnête que le Qatar soit montré du doigt. Là où le Qatar a complètement échoué, c'est qu'il n'a pas réussi à bâtir un discours expliquant son soutien aux organisations qui luttaient contre Kadhafi, puis contre Bachar al-Assad. Le Qatar a été mauvais en communication. Et en Europe, on estime que le Qatar soutient le terrorisme. L'analyse du Qatar, surtout après les printemps arabes, c'est qu'il y a un avenir pour l'islam politique au Moyen-Orient. Et à partir de là, que des groupes comme les Frères musulmans doivent être impliqués dans le processus politique. Dans le cas contraire, si on ne les retrouve pas dans les urnes, alors ils deviendront des organisations terroristes. Et c'est là que réside la différence de point de vue. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis accusent le Qatar de soutenir les Frères musulmans, ce qui, selon ces pays, revient à soutenir le terrorisme. Therefore is tantamount to terrorism. Le Qatar fait un peu figure de mouton noir. Les frontières saoudiennes entre l'Arabie Saoudite et le Qatar sont fermées depuis ce matin. C'est quand même un coup dur pour l'économie du Qatar, qui est quand même en régression ces dernières années. Lorsque la crise a éclaté le 5 juin dernier, beaucoup ont pensé qu'elle ne durerait pas, que le petit Qatar ne tiendrait pas longtemps face à la pression politique et économique imposée par ses voisins, et notamment la puissante Arabie Saoudite. 6 mois plus tard, aucun signe de pénurie dans les magasins du Qatar où les produits laitiers, les fruits et les légumes viennent désormais d'Iran et de Turquie, alors qu'ils étaient auparavant importés des pays arabes voisins. Mais le Qatar ne s'est pas contenté de changer de fournisseur, il entend produire aussi une partie de ce qu'il consomme. Et c'est une ferme laitière, la ferme Baladna, qui est devenue l'emblème de cette démarche nouvelle. Au milieu d'un paysage désertique, l'homme qui nous conduit entre les immenses étables s'appelle John Doerr.
Ce fermier irlandais élève des vaches depuis des décennies au Moyen-Orient. Il a été recruté en mars dernier pour diriger la ferme. Quelques semaines plus tard, le blocus est venu bouleverser sa feuille de route. Nous voici avec lui face à une treilleuse rotative, une sorte de manège géant sur lequel les vaches montent et descendent pour la traite et dont John Doerr est très fier. Alors les vaches arrivent par ici, elles avancent toutes seules, on leur pose la treilleuse. Il faut 8 minutes pour qu'une vache fasse le tour complet et à la fin du tour, la traite est terminée. Tout se détache automatiquement. Et il y a 100 places sur cette treilleuse rotative. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé pour cette ferme lorsque la crise du Golfe a commencé au mois de juin? Disons qu'une fenêtre d'opportunité s'est ouverte. Nous voulions lancer l'élevage de vaches ici et nous avions fait des études de faisabilité et puis le blocus est arrivé. Nous étions prêts, nous avions le capital et nous nous sommes lancés. Le pays était à fond derrière nous pour que le Qatar devienne autosuffisant en lait. Et c'est ce que nous sommes sur le point de faire. On parle de 120 à 150 millions de litres de lait par an, ce qui correspond en gros à 300 tonnes de lait par jour. Il faut 12 000 à 14 000 vaches pour arriver à ça. Vous diriez que c'est une révolution pour le pays? Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais cet argent, vous ne pouvez pas le manger. Sans nourriture, vous n'avez pas de souveraineté. C'est de souveraineté dont il s'agit. D'où viennent les vaches, les chèvres et les moutons et comment les avez-vous acheminés ici au Qatar? Alors les 500 premières vaches sont venues d'Europe par avion et les 3500 autres sont venues d'Amérique par avion également. Les 10 000 suivantes arriveront début 2018 par bateau cette fois-ci, en provenance d'Amérique. Le Fonds monétaire international estime que la crise actuelle a pour l'instant un impact limité sur l'économie de la région. Mais à plus long terme, le FMI estime qu'un bras de fer prolongé pourrait avoir des conséquences sur la croissance du Qatar comme de ses adversaires. Ce n'est pas du tout le discours que tient Youssouf Al-Jaïda, qui nous reçoit au 20e étage d'une des tours du centre de Doha, vêtu des habits blancs traditionnels des habitants de la région. Youssouf Al-Jaïda est le président du Qatar Financial Center, une plateforme destinée à faciliter les investissements étrangers dans le pays. Quitte à surprendre, Youssouf Al-Jaïda assure que la crise a des effets bénéfiques pour le Qatar et son économie. Beaucoup de multinationales ne peuvent plus accéder au marché qatarien à partir des pays qui ont imposé le blocus. Donc pour maintenir leurs relations avec leurs clients, elles ont bien été obligées de mobiliser 4 ou 5 personnes pour couvrir le marché qatarien. Ce sont des affaires en plus pour nous. C'est le côté positif pour le Qatar Financial Center. Si on parle du Qatar maintenant, nous avons bâti de nouvelles alliances avec d'autres pays voisins. Nos relations sont plus fortes avec Oman. Nous avons une relation commerciale beaucoup plus intense avec la Turquie. Nous avons une relation plus forte qui est en train de s'établir avec l'Iran. Est-ce que vous devez aussi, quelquefois, rassurer des investisseurs potentiels qui peuvent s'inquiéter de la situation politique du Qatar en crise avec ses voisins? Je voudrais dire, depuis le 5 juin, le Qatar est un pays différent. C'est un nouveau Qatar. Un Qatar plus fort qui est en train de naître. En 6 mois de blocus, beaucoup de réformes ont été initiées. L'accent est mis sur l'autosuffisance, avec des efforts pour produire notre nourriture, nos produits manufacturés, nos matériaux. Le pays devient aussi beaucoup plus libéral, ouvert et accueillant. Les visas ont été supprimés pour 80 pays d'un seul coup, du jamais vu dans l'histoire du Qatar. Et s'il n'y avait pas eu la crise, ça ne serait jamais arrivé. J'aime considérer l'aspect positif des choses. Cet événement a agi comme un catalyseur. Ce discours volontariste, ce défi au blocus, on l'entend beaucoup au Qatar. Même si les habitants reconnaissent aussi que les prix ont augmenté, conséquence des nouveaux circuits d'approvisionnement qu'il a fallu improviser. Les citoyens qatariens ne sont pas les seuls concernés par les effets du blocus. Au Qatar, 90% de la population est étrangère.
Ils sont plus de 2 millions de travailleurs venus des Philippines, d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, du Soudan. Ils travaillent sur les chantiers de construction, notamment ceux des infrastructures du mondial de football 2022 ou dans les commerces et les services, comme cet employé philippin qui constate qu'une partie de la clientèle a disparu, celle qui venait des pays qui ont rompu avec le Qatar. Il y avait beaucoup de gens qui venaient ici pour le tourisme, d'Arabie Saoudite ou d'autres pays. Mais maintenant, il y en a vraiment très peu qui viennent visiter Doha. Ça fait moins de travail pour moi. C'est mieux quand il y a plus de touristes ici. Vous avez vu d'autres changements sur les prix, par exemple? Oui, ça a changé pour la nourriture. Les légumes, par exemple. Les tomates sont chères. D'autres choses aussi. Les tomates, avant, elles coûtaient 2 riyals et demi. Maintenant, c'est 7-8 riyals par kilo. C'est cher pour la viande aussi. Pour moi, c'est très difficile. Avant, un poulet, c'était 15 riyals. Maintenant, c'est 20 riyals. C'est difficile pour les travailleurs étrangers comme vous au Qatar? Le salaire est le même, mais les prix ont augmenté. J'aurai toujours la même somme d'argent à mes proches aux Philippines. Mais mon budget a diminué parce que les prix ont augmenté. Depuis quelques semaines, il y a un salaire minimum pour les travailleurs migrants au Qatar. 750 riyals, environ 170 €. Nous sommes sur la corniche de Doha, baignée par les eaux du golfe Persique. Il y a des bateaux traditionnels en bois, mais de l'autre côté de la baie, on voit surgir les silhouettes des immeubles ultramodernes du centre-ville. Et on remarque que plusieurs de ces bâtiments arborent des portraits géants de l'émir du Qatar, Tamim. Ces portraits, accompagnés de louanges au chef de l'État, ils ont fleuri partout depuis le début de la crise, sur les voitures, les commerces, les immeubles et même parfois les t-shirts des enfants. Globalement, rien n'a changé. Alors ce qui a changé par contre, c'est cette énorme cohésion du peuple envers l'émir. Cela fait 20 ans que le Français Patrick Roux vit au Qatar où il exerce comme ostéopathe. L'émir est un jeune émir. Par rapport à son père, il n'y avait pas cette ferveur populaire qu'avait Cheikh Ahmad. Là, je peux vous dire qu'en l'espace de quelques semaines, il y a eu une montée d'une ferveur populaire envers l'émir qui n'existait pas avant. Cette ferveur autour de l'émir, ce sont notamment ces portraits de lui. Oui. Ils étaient là avant ou pas si nombreux? Non, il n'y avait aucun. C'est arrivé, les portraits de l'émir qu'on voit maintenant partout sur les voitures dans les USA, c'est arrivé après la crise. C'est un portrait devenu une icône nationale, le visage de profil de l'émir Tamim, la mèche rebelle et le regard qui semble défier ses adversaires. Après 6 mois de blocus, l'émir apparaît renforcé. Le Qatar tient bon économiquement et diplomatiquement. Américains et Européens ont montré qu'ils n'avaient pas l'intention d'emboîter le pas à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et à l'Égypte. Des responsables de ces pays ont récemment remis en cause le projet phare du Qatar, l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022, dont les infrastructures sortent de terre, comme ici au stade de Lusail, qui pourra accueillir 80 000 spectateurs. Pour l'instant, c'est une étendue sableuse où pousse une forêt de piliers de béton et de ferraille. Je m'appelle Tamim Lofti Al-Abed. Je suis le chef de projet du stade de Lusail pour le comité organisateur. Et là, nous sommes au milieu du terrain, dans ce stade qui doit accueillir l'ouverture et la clôture de la Coupe du Monde de football 2022, ici, au Qatar. Cela fait 6 mois que dure la crise du Golfe avec un blocus imposé au Qatar par certains de ses voisins. Est-ce que cela se voit? Est-ce qu'il y a une conséquence sur ce chantier? Avec nos partenaires et nos fournisseurs, nous avons réussi à trouver d'autres sources d'approvisionnement de matériaux. Et nous avons modifié nos voies d'approvisionnement. Donc la réponse à votre question est simple. Non, il n'y a pas de conséquences dues au blocus. Y a-t-il un message que le Qatar et que les personnes en charge de l'organisation de la Coupe du Monde comme vous, un message que vous adressez aux pays qui ont rompu avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte?
Le message ne s'adresse pas à eux en particulier, il s'adresse au monde entier. Le message, c'est que la Coupe du Monde est un facteur de paix, un facteur de développement et un facteur d'unité. Et tout le monde est le bienvenu au Qatar en 2022. Au Qatar, 6 mois de blocus et de défis. Reportage Nicolas Falaise, réalisation Pierre Chaffonjon. Ici Londres. Ici Londres à présent avec Alexander Seal. Alexander, vous nous parlez cette semaine du Christmas Jumper Day. Mais qu'est-ce que le Christmas Jumper Day, Alexander? Bonjour Martin. Connaissez-vous le Christmas Jumper Day? La journée du pull de Noël. C'est une campagne annuelle de collecte de fonds au Royaume-Uni organisée par l'ONG Save the Children. Le 3e vendredi en décembre, les Britanniques sont encouragés de faire une bonne action puisque celles et ceux qui ce jour-là portent un pull de Noël s'engagent à rendre le monde meilleur et à faire un don au moins de 1 livre à l'association de Save the Children. Le Christmas Jumper Day a donc eu lieu ce vendredi 15 décembre et j'ai pu constater des pulls à l'effigie de Rudolf Lauren, un bonhomme de neige ou le Père Noël, les sapins ou des pingouins. Le pull de Noël en laine tricoté est désormais une institution, peut-être pas encore réellement en France, mais en tout cas au Royaume-Uni. Les boutiques spécialisées se sont multipliées et leurs ventes s'envolent au moment des fêtes. Ici, toutes les stars de la télévision, de la chanson et du cinéma portent leur Christmas jumper. C'est une coutume respectée même dans les entreprises. C'est excentrique et kitsch pour de nombreux Anglais. D'ailleurs, c'est le film Bridget Jones qui a popularisé ce pull de Noël. Pour les fans de football, les joueurs d'Arsenal comme Olivier Giroud, Laurent Koscielny et Alexandre Lacazette se sont posés en pull de Noël. On peut aussi porter le Christmas jumper pendant le réveillon du 24. Personnellement, je n'ai jamais porté de pull de Noël ou de Christmas jumper comme on dit ici. Alors, je vais me prêter au jeu pour la première fois, pendant la période des fêtes. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci beaucoup Alexander donc pour toutes ces précisions autour du Christmas Jumper Day. Allez, pour terminer l'émission ensemble, quelques brèves politiques. Tout d'abord, vous le savez, Laurent Wauquiez a donc remporté dimanche la primaire des Républicains. Large victoire donc pour Laurent Wauquiez, qu'il a emporté avec 76,64% des voix. Lundi soir, Laurent Wauquiez était sur le plateau de TF1 et dans le même temps, c'était Xavier Bertrand qui est démissionnaire. Xavier Bertrand qui a en effet décidé de quitter le parti Les Républicains dans la foulée donc de l'élection de Laurent Wauquiez. Également cette semaine dans l'actualité, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les 3 médiateurs nommés en juin dernier ont rendu mercredi un rapport sur ce dossier piégeux. Emmanuel Macron a déclaré qu'il tranchera d'ici fin janvier, une décision en tout cas finale qui suscitera forcément des tensions, on s'en doute. En tout cas, un abandon du projet coûterait cher à l'État. C'est le Figaro qui relevait ce chiffre. 300 millions d'euros, c'est le montant estimé de la clause de résiliation que l'État devrait payer à l'entreprise privée Vinci si le projet ne se ferait pas. Et puis enfin, dernière brève, elle concerne la Turquie. Et Recep Tayyip Erdogan cherche à s'imposer comme le nouveau leader de la cause palestinienne. L'occasion était en effet trop belle pour ne pas être saisie, alors que le monde arabo-musulman fait bloc contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Recep Tayyip Erdogan recevait en grande pompe les dirigeants des représentants des 48 des 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique. Un sommet extraordinaire convoqué à l'initiative du président turc qui vise, selon ses propres termes, à coordonner l'action des pays musulmans une semaine, jour pour jour, après l'annonce hautement controversée de Donald Trump. Voilà donc pour les 3 actualités, les 3 informations qui ont marqué cette semaine la rédaction de C'est l'Info. C'est l'Info, votre double page info du week-end
Martin Arnau. C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Nous nous retrouvons naturellement la semaine prochaine pour de nouvelles actualités avec une émission tout à fait particulière. Franck vous en parlait en début d'émission après sa chronique média. Nous serons en effet avec lui à Barcelone puisque jeudi prochain les Catalans sont appelés aux urnes pour savoir si oui ou non ils souhaitent réellement quitter l'Espagne et surtout proclamer leur indépendance. Nous serons donc avec Franck depuis Barcelone pour essayer d'analyser cette situation et puis aussi de prendre le pouls pour savoir comment réagit la population catalane et la population barcelonaise. D'ici là, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de semaine, un bon début de semaine prochaine. N'oubliez pas, toute l'actualité en temps réel, c'est-l'info.fr et moi je vous retrouve donc la semaine prochaine. Salut à tous.